Longtemps je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. À Combray, tous les jours, dès la fin de l'après-midi, longtemps avant le moment où il faudrait me mettre au lit et rester sans dormir, loin de ma mère et de ma grand-mère, ma chambre à coucher redevenait le point fixe et douloureux de mes préoccupations. Après le dîner, hélas, j'étais bientôt obligé de quitter maman qui restait à causer avec les autres, au jardin s'il faisait beau, dans le petit salon où tout le monde se retirait s'il faisait mauvais. Tout le monde, sauf ma grand-mère qui trouvait que c'était une pitié de rester enfermée à la campagne et qui avait d'incessantes discussions avec mon père les jours de trop grande pluie parce qu'il m'envoyait lire dans ma chambre au lieu de rester dehors. « Ce n'est pas comme cela que vous le rendrez robuste et énergique, disait-elle tristement. Surtout ce petit qui a tant besoin de prendre des forces et de la volonté. » Mon père haussait les épaules et il examinait le baromètre car il aimait la météorologie, alors que ma mère, évitant de faire du bruit pour ne pas le troubler, le regardait avec un respect attendri, mais pas trop fixement pour ne pas chercher à percer le mystère de ses supériorités. Mais le seul d'entre nous, pour qui la venue de Swann devint l'objet d'une préoccupation douloureuse, ce fut moi. C'est que les soirs où des étrangers, ou seulement M. Swann était là, maman ne montait pas dans ma chambre. Je dînais avant tout le monde et je venais ensuite m'asseoir à table jusqu'à 8 heures, où il était convenu que je devais monter. Ce baiser précieux et fragile que maman me confiait d'habitude dans mon lit au moment de m'endormir, il me fallait le transporter de la salle à manger dans ma chambre et le garder pendant tout le temps que je me déshabillais sans que se brisât sa douceur, sans que se répandît et s'évaporât sa vertu volatile. Et justement, ces soirs-là, où j'aurais eu besoin de le recevoir avec plus de précaution, il fallait que je le prisse, que je le dérobasse publiquement, brusquement. Nous étions tous au jardin quand retentirent les 2 coups hésitants de la clochette. On savait que c'était Swann. « Ah, voilà M. Swann, nous allons lui demander s'il croit qu'il fera beau demain, » dit mon père. Ma mère pensait qu'un mot d'elle effacerait toute la peine que dans notre famille on avait pu faire à Swann depuis son mauvais mariage avec Odette de Crécy. Elle trouva le moyen de l'emmener un peu à l'écart, mais je la suivis. Je ne pouvais me décider à la quitter d'un pas en pensant que tout à l'heure, il faudrait que je la laisse dans la salle à manger et que je remonte dans ma chambre sans avoir, comme les autres soirs, la consolation qu'elle vint m'embrasser.